Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo. Encore une fois donc sur les méthodes quantitatives. Alors encore une fois, ça va être dans la continuité d'une technique qu'on appelle le mean reverting par la co-intégration, donc qui s'oppose à la méthode d'Orstein-Uhlenbeck, qui est plus compliquée. Et nous sommes encore dans le chapitre 1, donc introduction aux séries temporelles. Et nous allons corriger les exercices que j'avais proposés dans la précédente vidéo, qui était la première vidéo, la toute première. Alors, est-ce que j'ai des choses à dire avant de commencer? Oui, donc ces exercices sont une introduction théorique au modèle de tests de Dickey et Fuller, donc les tests de stationnarité qui sont un aspect pratique, enfin pratique, en tout cas qui vont commencer à servir dans les prochaines vidéos. Dans la prochaine vidéo, j'évoquerai cela. Donc là, ça va être une introduction, disons, théorique sur la base de l'espérance variance, covariance. On verra la pratique dans une prochaine vidéo de cours. Pour l'instant, là, disons que c'est une première approche. Alors par contre, le début est assez théorique, enfin c'est très calculatoire. Donc ceux qui aiment pas ça, je vous conseille de passer rapidement à l'autre partie de la vidéo, donc dans la suite, après la moitié, où je ferai les aspects pratiques et je corrigerai la première partie de l'exercice pratique sur le processus TSDS que j'avais évoqué dans la précédente vidéo, et ça se fera sous Excel, donc ce sera beaucoup plus intuitif, alors que le début, vous allez pouvoir constater rapidement, c'est très très calculatoire. Donc, dans la précédente vidéo, on avait parlé de marche aléatoire sans dérive, c'est-à-dire cette chose, mais avec un phi qui est égal à 1. Voilà, c'est-à-dire xt égale xt-1 plus epsilon t. Donc là, dans un premier temps, on va pas voir la marche aléatoire sans dérive, on va voir cette forme avec, en regardant qu'est-ce qui se passe lorsque phi est égal à 1, c'est-à-dire marche aléatoire sans dérive, comme on l'a vu dans le cours, mais on va revenir un petit peu dessus, lorsque phi est supérieur à 1, lorsque phi est inférieur à 1. Et ensuite, on fera la marche aléatoire avec dérive, et phi encore une fois variable. Alors la forme développée de ce processus ici, alors comme d'habitude, on injecte à chaque fois l'expression de manière récursive. Donc, vous voyez à la place du t-1, vous imaginez que vous mettez le t-1 ici, ça va faire phi facteur de xt-2 plus epsilon t-1. On le remplace à la place du xt-1 ici, et on fait ça k fois pour arriver jusqu'à phi exposant k plus x exposant x t-k plus phi exposant k-1 jusqu'à epsilon t. Ce qui nous donne de manière plus générale ici en haut la formule compressée euh, de ce processus ici. Alors, lorsque k est égal à t, donc on fait ça à chaque fois, c'est-à-dire lorsqu'on est arrivé jusqu'au bout de de manière récursive, lorsqu'on est arrivé jusqu'au bout, donc phi exposant t, ensuite on va avoir t moins t, donc ça fait phi x0, et là dans la somme il n'y a que la borne qui change, donc c'est jusqu'à t moins 1. L'espérance de ce processus, alors c'est pas très compliqué, l'espérance de la somme, c'est la somme des espérances, on sort les composantes déterministes, ici on les garde, plus l'espérance de la somme de phi exposant i epsilon t-i jusqu'à t-1. C'est donc comme on a dit, l'espérance de la somme c'est la somme des espérances. Ici on passe de là à là. Or on sort les constantes multiplicatives aussi. Et on sait que epsilon t est un bruit blanc, puisque si vous avez vu la précédente vidéo, epsilon t est un bruit blanc, donc son espérance est nulle. Donc toutes ces espérances ici sont nulles, donc il reste plus que le phi exposant t fois x0. Ensuite pour la variance, donc on va faire un petit peu pareil, c'est un petit peu différent aussi, puisque c'est pas les mêmes propriétés d'ailleurs. Donc la variance ici, donc les composantes déterministes ici n'ont pas de variance, n'ont variance nulle, donc on les sort, enfin on les garde pas, disons qu'on les supprime, elles sont égales à 0, la variance de ça c'est égal à 0, donc il nous reste la variance de la somme des phi exposant i epsilon t moins i, ça fait, donc là, donc je l'ai mis de manière un petit peu plus explicite ici pour ceux à qui le symbole de somme rebute un petit peu, et puis c'est plus intuitif de voir ça comme ça. Ici, les variables sont indépendantes. Pour l'espérance, c'est pas nécessairement le cas. La somme des variances, c'est pas les variances. La variance de la somme, c'est pas la somme des variances. Ça l'est que si les variances sont, que si les variables aléatoires sont indépendantes. Ici, elles sont indépendantes, donc les epsilon t sont indépendants. Une propriété de l'espérance, donc qui se démontre à partir de son expression sous forme d'espérance, c'est que
la variance de AX, x étant la variable aléatoire, a étant une constante, c'est a carré var de x. Donc ça c'est vu ici. Ici on a var de epsilon t donc c'est 1 fois epsilon t, donc il y a 1 au carré, ça change pas. Mais là on a phi fois epsilon t moins 1, donc ça fait phi au carré. Et jusqu'ici, jusqu'au bout, donc ça fera phi exposant 2, donc le carré, fois l'ordre, le niveau en t moins 1, jusqu'à epsilon 1. On sait que var de epsilon i c'est égal à sigma carré ici, puisque le bruit blanc est homocédastique, donc de variance constante. Donc ça fait sigma carré plus sigma carré fois phi exposant carré, donc ça fait sigma carré facteur de la somme jusqu'à t-1 de phi exposant 2i. Et le 2 c'est le carré dont on évoquait à chaque fois qu'on sortait la, les constantes de la variance. Ensuite, l'autocovariance, donc là c'est un petit peu plus compliqué, on n'avait pas évoqué dans la première vidéo et j'aurais dû le faire, je regrette parce que maintenant il va falloir que je l'explique maintenant. Alors l'autocovariance, donc c'est d'abord une covariance avant tout, une covariance habituelle, donc la covariance ici, je la note ici en haut. Donc ça mesure le lien, la covariance entre une variable et une autre. Et ici, l'autocovariance, on dit ça parce qu'on fait la covariance sur la variable elle-même. Normalement, on ferait la covariance entre xt et yt. Là, on va faire la covariance sur xt et xt-h. Donc xt, donc le processus à un point tel, à un certain point, la covariance de ce point et d'un point précédent. Et l'idée, pour dire que la série est stationnaire, il faut que l'autocovariance ne dépende que de h. Alors, on va prendre des exemples simples. Mettons, si on prend xt, donc t est égal à 10, d'accord? Ça va nous faire covariance, on prend t est égal à 10 et h est égal à 2, d'accord? Ça veut dire que t est égal à 10 ici, donc xt est égal à 10, x de 10, et là on va voir x de 10 moins 2, donc x de 8, d'accord? Et bien cette autocovariance, elle doit être la même si t est égal à 20, par exemple. Si on prend 20, ici on va avoir 20 et 18. Elle doit être la même pour que la série soit stationnaire, parce qu'on dit que ça dépend pas de t, ça dépend que de h. C'est-à-dire que c'est qu'une fonction de h. Si, par exemple, si h varie, elle varie. C'est-à-dire que si on prend en 3, par exemple, on va prendre 10, t est égal à 10, h est égal à 3, ça va être pareil. C'est-à-dire qu'on va avoir une covariance, c'est-à-dire qu'on a une autocovariance pour chaque h, mais ça dépend pas de quel point où on en est. Elle est toujours la même, en fonction du nombre de retard h. Voilà. Je sais pas si c'est très bien compris, j'aurais mieux fait de le faire avec un petit dessin et une droite, ça aurait été plus simple. Enfin, surtout qu'il n'y a pas grand chose sur internet comme explication là-dessus, mais si posez des questions si vous comprenez pas, je me gênerai pas pour étayer davantage. L'expression théorique ici, donc c'est l'espérance globale de xt moins e de xt fois xt moins h moins e de xt moins h. Donc là, vous imaginez que c'est du xy, donc ça fait x moins e de x, y moins e de y. Désolé, il y a le chat qui miaule. J'espère que ça va pas trop durer, surtout qu'il est 7h10, l'heure de manger pour le chat. Ça risque d'être difficile cette vidéo. Alors j'espère qu'elle va pas faire trop de bruit. Au pire, je la mets dehors. Alors, donc, on disait donc, j'ai choisi, il y a plusieurs formes d'expression pour la covariance. J'ai choisi de prendre celle-là parce qu'on avait déjà calculé e de x en fait. Il y a d'autres formes développées, j'avais tenté essayer de faire la démonstration sur, enfin le calcul sur les propriétés de la covariance elle-même pour essayer de trouver quelque chose. Alors attendez 2 secondes, bientôt m'en sortir. Voilà, le chat est sorti. Voilà, donc j'avais dit qu'il y avait d'autres propriétés, donc il y avait des propriétés sur la covariance, j'avais été tenté de faire ça avec des propriétés, ça marchait pas très bien, enfin c'était long, et ça marchait pas, j'arrivais pas jusqu'au bout, alors je l'ai fait avec ça, vu qu'on avait déjà l'espérance, ça allait se décoincer. Donc là, on a xt moins 2e de xt, et on sait que e de xt c'est phi exposant t fois x0. Et on se rappelle ici, dans le processus, que xt égale phi de t fois x0 plus quelque chose. Donc ça va faire l'un moins l'autre en fait. Du coup, il va nous rester plus que ici les sommes, en fait, les sommes des epsilon i. Il nous reste plus que cette partie-là. Donc on va avoir la somme ici et la somme là, donc de chaque côté, hein, puisque là c'est avec les témoins h. Et notre autocovariance va donner ça. Donc ça va donner espérance de
epsilon t moins h. Donc là, vous imaginez, on va faire par un exemple, on commence à i est égal à 0. Pardon, ma voix commence déjà à souffrir, je suis pas très endurant à ce niveau-là, il va falloir que je m'entraîne. Donc, que disais-je? Oui, donc on commence à i est égal à 0, donc ça fait phi de 0, ça fait 1, fois epsilon de t moins i, donc t moins 0, donc ça fait epsilon de t, ici c'est le premier terme. Et en face, on va faire ça fois le premier terme de l'autre côté. Et l'autre, c'est pareil, phi 0, donc 1, fois t moins h, puisque i est égal à 0. Et ainsi de suite. Alors, j'ai pas explicité la somme entière, parce que honnêtement, je vois pas trop ça. L'intérêt n'était pas là. L'intérêt est de dire que dans chaque composante, ici, on a un epsilon au moins. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a toujours un epsilon. À la fin, il y a un carré, parce qu'il y en a deux. Enfin, il y a toujours deux epsilons à chaque fois. Puisque chaque composante de la somme comprend un epsilon, donc fait un bruit blanc. Donc à chaque fois on a un produit de bruit blanc, et on sait donc que la somme de l'espérance de la somme c'est la somme des espérances, et on sait que les epsilon t sont indépendants. Et l'espérance du produit c'est le produit des espérances. Mais là il faut que les processus soient indépendants, enfin les variables aléatoires soient indépendantes. Et là epsilon t est un bruit blanc, donc les variables aléatoires sont indépendantes, donc on peut faire le produit, et on sait que l'espérance d'un bruit blanc est égale à 0. Donc à chaque fois on va avoir que des zéros. Donc l'autocovariance est égale à 0. Alors c'est pas une fonction de h, mais ça c'est pas une condition. C'est surtout que c'est pas une fonction de t. Voilà. C'est-à-dire que c'est une fonction constante de h. C'est-à-dire que pour n'importe quel h c'est 0. Mais ça dépend pas de t. C'est surtout ça qui compte, c'est que ça dépend pas de t. C'est pas nécessairement, il n'y a pas besoin que ça soit une fonction de h, c'est juste que ça soit pas une fonction de t. Voilà. Ensuite, donc on va récapituler tout ça. Alors là je commence à avoir vraiment la voix qui souffre, je vais boire un petit peu. Donc, les conditions de stationnarité, c'est que euh, l'espérance est constante, la variance aussi, et l'autocovariance est une fonction de h. Ici, elle est 0. Et nos résultats, c'est l'espérance ici, la variance ici, et l'autocovariance ici. Donc, j'ai dit OK dans tous les cas pour l'autocovariance, parce que de toute façon, l'idée, nous, c'est de voir en fonction de phi ici, qu'est-ce qui se passe pour l'espérance et la variance. Et pour l'autocovariance, eh bien, vu que ça dépend pas de phi, ben, on s'en fiche. Voilà. Alors pour l'espérance, si phi est supérieur à 1, on voit explicitement ici qu'on est dans un cas où ça va partir à croissance exponentielle, hein, puisqu'on va voir lorsque t grandit, ça va être une fonction de t qui va être extrêmement croissante, qui va tendre vers plus l'infini. Lorsque phi est égal à 1, bah, c'est comme ce qu'on a vu dans un marché aléatoire sans dérive. C'est-à-dire que c'est x0, donc là ça marche, la condition de stationnarité est respectée. Et lorsque phi est inférieur à 1, ici, la limite, vous voyez, elle va tendre vers 0. Puisque à chaque fois, plus t va augmenter, plus phi va diminuer, puisque phi est inférieur à 1. Et donc on va tendre vers 0. Donc ça va être asymptotiquement stationnaire. L'idée c'est ça. Et je crois même que dans le cours, alors sur internet ils disent que c'est pour l'espérance, espérance est égale à mu. Pareil pour la variance. Dans mon cours, je suis pas certain. Je crois que c'était l'espérance est inférieure à l'infini et variance inférieure à l'infini. Euh, je crois que c'était quelque chose comme ça. Du coup, je pense qu'on peut aussi dire c'est stationnaire au lieu de dire asymptotiquement stationnaire. Bon, on va dire que c'est asymptotiquement stationnaire parce qu'au début, ça dépend de t quand même. Mais après, à partir d'un certain t suffisamment grand, c'est tellement petit que c'est égal à 0. Voilà. Pour la variance, c'est un petit peu plus tendu. Alors donc pour le cas phi est égal à 1, cas facile, c'est t fois phi sigma carré, donc ça revoir la démonstration, j'ai fait la démonstration euh, sur le cours. Donc ça dépend de t de manière linéaire, donc ça tend vers plus l'infini, donc ça dépend de t globalement, c'est pas stationnaire. Le cas phi supérieur à 1, donc là on a une série géométrique st, donc c'est une somme de suites. Alors ça on va pas rentrer dans les maths pures, les choses comme ça, parce que enfin les maths pures, l'analyse des séries, parce que ça n'a pas d'intérêt ici, on n'en utilise pas beaucoup en série temporelle. Enfin un petit peu quand même, à des moments ils utilisent apparemment des séries de Fourier, séries géométriques, enfin séries harmoniques, mais là on s'en servira pas. Mais c'est pour dire donc qu'une série géométrique de raison 1 diverge, de raison supérieure à 1 diverge. Le terme général de la série ici c'est phi exposant 2 fois i. Donc phi est supérieur à 1, c'est une série géométrique, la propriété dit que lorsque c'est supérieur à 1, la série diverge, et donc on va voir, ça va tendre vers l'infini lorsque t va tendre
Enfin, ça va pas tendre vers 0. Enfin, comment dire, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Euh, donc globalement, ça va pas être constant. De toute façon, ça se voit ici. De toute manière, oui, voilà, c'est assez évident. Euh, je sais pas comment l'expliquer sans développer un peu plus. Enfin bon, de toute façon, c'est un théorème. Donc on a divergence, ça va croître. Plus t va augmenter, plus cela va croître. Donc ça va être une fonction de phi de sigma carré fois sigma carré. Donc ça pourra pas être stationnaire. Pardon. Le cas phi est inférieur à 1, donc là on va pareil, c'est une série géométrique de raison inférieure à 1 cette fois-ci. Et là le théorème du cours dit donc que la limite de la série, lorsque phi est inférieur à 1, euh, donc une série géométrique phi inférieure à 1, donc de raison inférieure à 1, c'est une série convergente. Et cette série converge vers 1, la limite c'est 1 sur 1 moins la raison. Donc vu que nous c'est sigma carré fois ça, ça va être sigma carré sur 1 moins phi. Voilà. Donc ça donne le résultat. Donc là, la variance va tendre vers cela. Elle va pas être égale à ça, c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc là, ça c'est constant, faut bien le savoir. Ça va être un terme constant à terme, mais au début ça ne l'est pas. Ça dépend de ça, mais ça va tendre vers ça. Donc c'est asymptotiquement stationnaire encore une fois. Maintenant, on va voir, donc le résumé, c'est pour dire phi est inférieur à, phi est égal à 1, c'est pas stationnaire, phi est supérieur à 1, c'est pas stationnaire du tout, et phi est inférieur à 1, c'est asymptotiquement stationnaire. Voilà. Ensuite, donc maintenant, on va voir la marche aléatoire avec dérive. Avec dérive, ça veut dire qu'il y a une constante à chaque fois, plus. Donc vous voyez qu'ici, c'est phi fois x t-1 plus c plus epsilon t. Là par contre j'ai arrêté de faire des calculs, de redévelopper tout parce que maintenant je commence à en avoir assez, puis je l'ai fait assez de fois, je pense que vous avez compris comment ça marche. Voici la forme développée exprimée à partir de t égale à k, non à partir de k, et donc lorsque t est égal à 0, on a ça, donc c'est pareil que l'autre, sauf que là on a en plus, on a c fois, donc le c est là à l'intérieur, mais vu que c'est une constante, on peut la factoriser, enfin, on peut factoriser le reste par cette constante, donc on a une somme de phi exposant i. Alors l'espérance ici, donc c'est la même chose que l'autre, seulement on rajoute encore une fois ce c fois somme des phi exposant i. Et la variance elle est pareille. Ça change pas de toute façon parce que ça c'est déterministe, donc la variance est nulle pour ce terme-là. Alors l'espérance dans les cas, donc phi est supérieur à 1, ici on voit très bien que ça a une croissance exponentielle, ici on l'avait déjà montré, ça monte. Là ça peut pas être stationnaire sur cette condition-là. Ça dépend forcément du temps. Lorsque k phi est égal à 1, cette fois-ci, contrairement à la fois d'avant, pour la marche aléatoire sans dérive, parce que ça c'est une marche aléatoire avec dérive, lorsque phi est égal à 1 ici, euh, ça dépend du temps, puisque là on va voir phi est égal à 1, un nombre, on va voir ça t fois, on va voir t fois ça, du coup ça va faire c fois t. Du coup, ça dépend du temps, donc l'espérance n'est pas constante, elle tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, enfin lorsque t tend vers plus l'infini. Donc là, on a la condition de stationnarité qui n'est pas satisfaite. Et pour le cas phi est inférieur à 1, la limite donc de l'espérance, c'est la limite de c fois de ce membre-là, parce que ce membre-là, on l'a déjà montré ici tend vers 0, puisque lorsque phi est inférieur à 1, alors je sais pas si on l'a montré, mais bon, c'était évident, quoi. Plus t va augmenter, plus phi va diminuer jusqu'à tendre vers 0, donc ce membre va être égal à 0. Alors que là, donc là encore une fois, on a une série géométrique de raison phi, et que disais-je? Oui, voilà, on a une série géométrique de raison phi. Donc ça va tendre à la longue, lorsque t va tendre vers plus l'infini, vers 1 sur 1, 1 sur 1 moins phi, et vu qu'on a c fois ça va être c sur 1 moins phi. Et là, on va voir maintenant, donc là la variance c'est pas la peine de la voir, vous voyez, parce que c'est la même que tout à l'heure. Du coup c'est la même chose. Et là on va voir maintenant sur Excel, on va essayer de retrouver ça en fait finalement, ce chiffre là, ce c sur un moins phi à travers des exemples. Mais on va d'abord recorriger ce qu'on avait vu la dernière fois. Alors on va repasser donc sur ce que je vous avais montré. Alors pardon, on va remettre l'ancien diapo. Alors donc vous vous rappelez, je vous avais donné des exercices ici, enfin bon, pas les faire, mais pour montrer un petit peu comment ça marchait.
Alors, la stimulation d'un processus TS, d'un processus DS, et comment les stationnariser. Donc ça, on va faire ça en premier temps, et après on verra, on va mettre un petit peu en pratique ce qu'on a vu dans le cours, dans la correction d'exo ici. Alors, si on prend Excel ici, donc on va créer un bruit blanc. Donc on va mettre E de T. On va dire que c'est un aléa. Donc aléa, on va mettre entre bornes, ça sera plus simple, on n'aura pas besoin de le centrer. Donc là il est centré puisqu'on a mis moins 10, 10, c'est-à-dire que les variables aléatoires sont compris là-dedans. On va développer ça, on va mettre, allez, on va faire combien? On en met 300 par là pour avoir un nombre, pour avoir des jolis graphiques. Voilà. Donc là, on a fait un bruit blanc, alors on va vérifier tout de suite. On va faire un petit graphique. Voilà. Tac. Vous voyez ici, ça a bien la tête d'un bruit blanc. Hein. Ici, oui, voilà. Alors, ensuite, donc, on va faire un processus DS. Donc, on va faire... qu'est-ce que j'avais mis dans le truc? Ah ben voilà, j'avais mis un processus DS avec dérive, ici. Donc, on va en faire un sans dérive, ici, déjà pour regarder. Après, on va faire un dérive. Donc, on va faire xt égale xt-1 plus et. Donc ça va être égal, donc on va partir des heures. On part à 0, donc on dit x0, il y a toujours là. X0 est déterministe. Ne l'oubliez pas. X0, c'est, disons, enfin, on va dire que c'est vous qui le choisissez, mais c'est le premier terme. Il dépend pas de l'aléa ni rien, c'est une première définition. C'est défini. Et on fait donc xt-1 plus e de t qui est ici. Et on va trouver ça. Maintenant, on va faire un petit graphique pour voir ce que ça donne. Et voilà, donc là vous avez une marche aléatoire, tout simplement. C'est une marche aléatoire. Ça ressemble, hein, vous voyez ça. Ça a un peu la tête. On va supprimer l'axe des abscisses qui est pas joli. La légende aussi. C'est un peu la tête cours du Forex, hein, honnêtement. Ça, on a même des espèces de figures qui peuvent se ressembler. Alors je crois que si on, comment est-ce qu'on peut faire pour recharger? Voilà. Vous voyez là, je génère plusieurs fois. Vous voyez, ça a un petit peu cette tête. Hein. On a souvent, ça rappelle des choses. Hein. Ici, ça donne sensiblement. Donc c'est ce qu'on appelle un processus avec une dérive, dérive différent stationnaire, differential stationary, donc processus DS. Donc c'est un processus à tendance stochastique. Donc là, vous voyez, c'est assez marqué. Ensuite, donc, on va faire ce processus. Donc maintenant, on va faire un processus avec dérive. Donc comme l'exercice le donnait, c'est-à-dire xt-1 plus c plus machin, plus epsilon t. Donc on va faire xt égale à xt-1 plus c. Mettons c, on va dire que ça va être, allez, allez, on va être joli, 50. Plus et. On va élargir un petit peu la cellule. Donc, allez, on commence à 0 encore. Qu'est-ce que je disais? Ensuite, ça va être ça plus C, donc plus 50, plus le bruit blanc. Hop, on va envoyer tout ça. Ah, là on a trop de trucs en fait. Ça croît trop vite en fait, c'est pas joli joli. On va peut-être mettre, on va pas mettre 50 en fait. On va mettre, allez, on va mettre 5 pour voir ce que ça donne. Ça sera un petit peu moins marqué. Voilà. Vous voyez, c'est parce que sinon là j'avais mis un. Bon, on va mettre peut-être moins encore, ça se verra moins mieux. Un petit peu mieux. On va mettre 1. Voilà. Une dérive stochastique avec C est égale à 1. Enfin, tendance stochastique. Voilà. Du coup, ça va être un petit peu plus joli. Voilà, là voilà, on a un petit peu plus. Là, vous voyez, ça va être nécessairement constant. C'est l'idée de dire. Du coup, ça c'est un processus, une marche aléatoire avec dérive. C'est comme ça que ça s'appelle. Alors maintenant, on va le stationnariser. Donc, puisqu'on avait dit qu'on le ferait ici dans les ça, donc stationnariser de processus. Alors, je rappelle que pour stationnariser un processus ici, l'idée c'est de faire xt moins xt moins 1. Je vous rappelle, donc on l'avait vu ici, on l'avait démontré, puisque lorsque, avec une marche aléatoire sans dérive, c'était ça, on avait xt moins est égal à xt moins 1 plus epsilon t, là on a plus c. Du coup, si on fait xt moins 1 de chaque côté, on va avoir c plus epsilon t. Donc là, logiquement, si on dit... Alors là, l'idée, ce serait plutôt de mettre... Là, on va mettre 20, parce que si on met 1, ça va pas se voir. Du coup, on va mettre... voilà. Voilà, donc là, je vais vous montrer 1 avec 20. Du coup, quand on va retracer le graphique, ici, ça va pas être joli joli.
on va avoir l'impression que c'est une ligne, finalement, vous voyez, mais là c'est pas une ligne, c'est juste qu'il y a beaucoup d'observations. Je pense que si on le met déjà comme ça, avec un peu moins, ça se verra mieux. Voilà, vous voyez, une petite, c'est pas une tendance pure et dure. Enfin, c'est pas déterministe ce que j'entends. Et là, si on le stationnarise, on va faire xt, xt-1, donc on passe aux différences premières, ça va être égal à ça, moins ça. Là, logiquement, attention, voilà. Et là, vous voyez, c'est ce que je disais, on a un bruit blanc qui est centré autour de 20, puisque c'est ça qu'on avait donné. Vous avez vu, ça marche assez bien, hein, c'est joli. Si par exemple, on fait ça, là on fait ça, si on met 20, on a ça. Si on met, mettons 50, ça va être centré autour de 50. Alors attendez, par contre, il faut remettre toutes les variables, voilà. Ça va être centré autour de 50. C'est joli, j'aime bien. Voilà, donc on a stationnarisé un processus DS avec dérive, donc une marche aléatoire avec dérive. Ensuite, maintenant, on va passer au processus TS. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, on va faire un petit retour dessus. Processus TS, ça ressemble à ça. Alors, voilà, ça ressemble à ça. C'est une tendance déterministe ici. C'est-à-dire que c'est une fonction du temps globalement, qui est polynomiale. Alors là, je vous l'avais mis avec un t carré, mais bon, on va faire plutôt avec un t tout court, ce sera plus simple, parce que sinon on va vraiment s'embêter. Enfin, ça sert pas à grand chose de plus, hein. Donc là, on va faire xt égale, on va mettre b fois t plus epsilon t. On va faire une façon, quelque chose un peu simple, on va pas se tuer non plus. Il faut définir le temps, donc on va faire time ici, puisque ça sera les t, hein. Enfin, je pense qu'on doit pouvoir faire avec ça, enfin je pense pas, mais bon, on va quand même le faire, ce sera plus simple. T égale à 0, t égale à ça plus 1. Alors je suis pas exceptionnel sur Excel, je connais pas toutes les propriétés, donc si vous êtes meilleur que moi, bah, tant mieux. Je suis pas, comme je vous dis, je suis pas terrible. Donc là, c'est pas compliqué, on fait B fois T. Donc B, on va dire que ça va être, allez, euh, on va faire quelque chose de pas trop gros, on va mettre du 1, ah, punaise, 1,1 pour pas que ça soit trop fort, fois, pardon, fois T ici, plus le... Oula, il y a une erreur, je sais pas d'où elle vient. On va recommencer. 1,1 fois... Ah, je sais pas, là c'est bizarre, ça se grise pas. Alors, on va commencer par ça. Fois 1, ah, voilà. Ah oui, c'est parce que j'avais mis un point au lieu d'une virgule. Plus E de t. Et là, donc on va le voir, je pense que si on trace tout le monde, ça va être pas joli, ça va pas se voir. Ah, si ça se voit quand même, vous voyez, c'est un peu l'idée. Si on le trace avec un peu moins de monde, ça va mieux se voir. Là, vous voyez, c'est l'idée. Il y a une partie, un petit peu, il y a une part d'aléa, mais il y a quand même une tendance de fond vraiment propre qui est polynomiale. Alors, on peut faire ça avec du t carré, avec du t cube, enfin, on peut faire ça avec ce qu'on veut. Ici, avec le fait avec du b fois t, tout simple, polynôme de degré 1, euh, avec un coefficient constant nul. Alors, pour stationnariser ça, on avait dit qu'on utilisait les moindres carrés ordinaires. Donc, on va revenir, donc c'est la régression linéaire simple. Alors, je vais le faire de manière pratique, je ferai une vidéo de rappel, je préfère le dire, parce que la prochaine vidéo, ce sera les tests de Decay Fuller, et on va s'en servir beaucoup des MCO, des moindres carrés ordinaires. Et vu qu'on va beaucoup s'en servir, je vais faire une vidéo de rappel, je la ferai peut-être avant ou après. Vous pourrez la voir, elle sera donc quand même dans pas longtemps, pour comprendre comment ça marche. Là, on a du B fois T, donc ça va être vite fait. Des fois, ça peut être plus compliqué sur des modèles plus gros. Il faut utiliser des matrices. Donc là, dans ce cas-là, c'est de la régression linéaire simple. Alors, comment est-ce qu'on fait donc? On va estimer... alors, qu'est-ce que je faisais? D'abord, on estime, donc on va faire la covariance. Donc, on va estimer le premier estimateur. Enfin, oui. Alors, ça va être... on va dire que ça va être A, par exemple. Et ça va être la covariance... Ah, pas Pearson. Covariance... Alors, c'est la covariance de la variable expliquée, c'est-à-dire xt, ici. Elle est où? Elle est là, voilà, c'est ça. Ah, pardon. C'est pas terrible là. Alors, qu'est-ce qui se passe là? On va recommencer.
Alors c'est pas évident de parler, de faire en même temps aussi. Donc covariance ici dxt. J'aurais peut-être pas dû prendre 300. Voilà. Et dt. Voilà. Ici 2t. Divisé. Et après il faut le diviser par la variance var de t. Et on a l'estimateur de la pente ici. Tac, qui vaut 1,09. L'idée, le modèle c'est ça, si vous voulez, ça va être yt est égal à a fois t plus une constante. C'est l'estimateur du modèle globalement. C'est la régression linéaire simple. Ensuite, donc on va calculer. Alors par contre, on va avancer un petit peu. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Ensuite, il va nous falloir la moyenne pour calculer, pour trouver le b. Ici, là, on a le a dans ce modèle, il nous faut le b. Donc pour le b, il nous faut la moyenne. Bon, c'est des choses sur lesquelles je reviens pas maintenant, mais je reviendrai plus tard pour expliquer comment ça marche bien. Donc on calcule d'abord, on va faire moyenne de t. Donc c'est égal à moyenne de ça. Tac. On va faire moyenne de ça. Ah ben non, je me suis chié là. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est bon. Égale moyenne. Et on va mettre moyenne xt. Et notre b, puisque là on va voir yt est égal à a fois t, ça va être l'un moins l'autre. Donc notre b, ça va être égal à... comment est-ce que je me suis débrouillé? Yt, donc ça va être celui-là, moins ça fois celui-là. Voilà. Donc là on a notre a et notre b. Et à partir de là, ben, on va trouver, donc on va estimer le modèle finalement, on va utiliser ça. Et vous allez voir, donc ça va être égal à ça, donc avec des... Alors là, je sais que ça vous parle pas trop, mais dans le cours que je ferai bientôt, de rappel sur, enfin de rappel, ce sera pas de rappel parce que je n'en ai jamais parlé, mais sur le cours sur les moindres carrés ordinaires, et peut-être les moindres carrés généralisés, mais plus tard si on fait des modèles un peu plus compliqués. Donc j'ai dit fois le temps, plus B qui lui est ne bouge pas. Quand je mets des dollars, c'est pour que ça bouge pas, si vous voulez, c'est pour pas faire défiler. Et là, logiquement, ça devrait être pas mal. J'en sais rien. Voilà, bon déjà on a une droite, c'est bon signe. Et là, vous voyez, si on fait ça, attention, voilà. Alors la droite, elle passe, c'est la droite qui minimise les carrés des distances des points à la droite. Bon, pas rentrer dans les considérations théoriques, mais si on prend un début, si vous voulez, mettons jusqu'à 50, ça se verra mieux. Vous voyez, c'est globalement la droite, la droite qui passe le mieux au milieu, quoi. C'est l'idée. Voilà. Et pour stationnariser le processus, eh bien on fait chaque point moins le point associé à la droite. Du coup, on va faire xt stationnarisé, c'est égal à ça moins celui-ci. Et alors, vous allez voir, et là, c'est magique, on a un processus stationnaire. Voilà, donc je sais pas si vous avez bien suivi. L'idée c'est de retrancher. Si vous voulez, l'idée c'est à travers cet estimateur des moindres carrés ici, de cette droite elle sert à estimer la tendance, vous voyez, par rapport à ça. Enfin, si on prend, j'essaie d'être clair, je sais que c'est pas clair. Si on prend cette droite, la droite, elle estime la tendance, si vous voulez. Elle estime le fait que la courbe elle monte, que le processus en bleu ici, elle estime à quel niveau elle monte. Et en enlevant cette droite, en enlevant cette tendance, eh bien, on enlève cette croissance, si vous voulez. C'est l'idée. Donc, on remet le processus à plat, en fait. Voilà. J'essaie de faire une explication un peu intuitive, mais je crois pas que ce soit très bon.
Alors maintenant, on va revenir sur un résultat qu'on avait trouvé, pas dans celui-là, dans celui-là, qui est celui-là. Vous voyez, dans le cas, marche aléatoire avec dérive. Donc c'est-à-dire xt est égal à phi xt-1 plus c plus c epsilon t. Alors on a fait plein de petits calculs théoriques comme ça. Je précise que je les ai fait moi-même, je n'ai pas trouvé ça nulle part, d'ailleurs je n'ai pas trouvé ça nulle part parce que j'avais cherché à une époque et je n'avais pas trouvé. Du coup c'est un petit peu, si vous voyez des erreurs, bah, ce seront les miennes, et je vous prierai de me les signaler, c'est possible hein, parce que je fais ça assez rapidement, sans trop de vérifier, mais bon, les résultats sont assez vérifiables, enfin sont pas trop mauvais. Alors pour l'espérance, on a dit que l'espérance, elle tendait ici, pour ce processus avec ce processus là, elle tendait vers C sur 1 moins phi. Et bien on va tester ça. Donc on a un processus ici avec dérive, on va en recréer un nouveau. Donc là par contre je vais tout supprimer sauf l'aléa peut-être. On va tout enlever. Voilà. Ça on sera un peu débarrassé. Donc on a notre aléa. Alors on va faire xt égale... Alors je rappelle que dans ce cas-là, c'est lorsque phi est inférieur à 1. On va mettre un phi inférieur à 1. Donc on va mettre 0,8 par exemple. Fois xt-1 plus une dérive qu'on va mettre, allez on va mettre, je sais pas, on va mettre 10, on va tester plusieurs fois pour savoir si ça marche bien, plus l'aléa. Donc on va tester ça, on va commencer à 0, on va faire 0,8 comme on a dit, fois ça, plus ça. Du coup là, on va avoir, euh, qu'est-ce que je disais? Donc là on a un processus stationnaire qui a l'air d'être autour de 0. Alors attendez, je vais faire plusieurs tests parce que je me souviens plus trop comment ça marche tout ça. J'avais testé. Ah non, on va mettre. Ah ben non, je sais pourquoi j'ai pas mis de. Ah ben j'ai pas mis de dérive. Plus 10, voilà. Je comprenais pas pourquoi ça tournait autour de 10. Ça tournait autour de 0. Voilà. Là on devrait avoir quelque chose d'un peu plus. Voilà ce que je voulais vous montrer. Alors vous voyez, c'est ça que je voulais vous montrer, c'était que le processus allait tendre vers allait devenir stationnaire à partir d'un certain seuil. Et vous voyez, c'est ce qui se passe. Et il va le devenir, alors si on change ici, plus le coefficient ici, plus phi va être bas, mettons si on prend 0,5 ou 0,3, il va l'être encore plus rapidement, vous allez voir, ici, tac, vous voyez, il y a juste un truc où ça monte ici, et après c'est très rapidement. Si on prend, bon, mais si on va prendre 0,5, ce sera peut-être un peu moins moche. Voilà, vous voyez, ça va très vite. Alors que si on prend un 0,9, ça va tendre plus lentement pour arriver jusqu'à la stationnarité. Et si on prend un 0,95 par exemple, il va falloir vraiment pas mal de temps. Ah, pardon, je suis descendu en bas. Vous voyez, c'est beaucoup plus long pour arriver jusqu'à la stationnarité. C'est la vitesse de convergence en fait. Euh, et qu'est-ce qu'on voulait vérifier? Eh bien, on voulait vérifier que, mettons, on va prendre 0,8 comme tout à l'heure, c'était pas mal, 0,8. Ouais, voilà, c'était pas trop mal. Donc on voit qu'ici à peu près c'est autour de 50. Euh, et qu'est-ce qu'on cherchait? Alors, c'était C sur un moins phi. Et là, si on calcule, C sur un moins phi, c'est quoi? C'est 10. C'est divisé par... Oh, c'est n'importe quoi. Il y a 10 divisé par 1 moins 0,8. Et on trouve 50, vous voyez? C'est pas magique ça? On trouve que là l'espérance c'est 50 et on voit que ça se vérifie assez bien. Alors maintenant si on change, on met 0,7. Bon là le problème c'est qu'on reste toujours... Ah attendez, on va... Ici vous voyez donc là l'espérance, elle a l'air plutôt autour de 30, hein, vous voyez? L'espérance c'est la moyenne la moyenne asymptotique ici. C'est à partir de combien? C'est à peu près le centre. Alors je vais essayer de... Je sais pas comment pouvoir vous tracer ça, mais vous voyez l'idée c'est à peu près autour de 30 que ça tourne. Et là si on fait, donc là on a 0,7. Donc là ça va être 0,7 ici. Tac, vous voyez ça tourne autour de 33, hein, c'est à peu près ça. Hein, piphométriquement ça marche bien.
Pareil, si on change, mettons, au lieu de mettre 10, on met, allez, on met 150. Soyons auspicieux. Hop. Alors vous voyez là, ça monte très rapidement avec le 0,7. Enfin, on va faire ça, on va montrer avec, on va refaire un petit peu, on va repartir avec 0,5. Vous voyez, ça va aller très vite. On va très très vite converger. Après, ça va vraiment rester à plat. Si on va avec 0,95, bon, 95, vous voyez, c'est beaucoup plus lent. C'est la vitesse en fait. Plus on se rapproche de 1 et plus la convergence est lente. Alors là, donc là on a 0,95, on voit que c'est autour de 3000. Pour une constante de C et un phi de 0,95, on est à peu près autour de 3000 à peu près. Alors on va tester ça. Donc on prend notre T c'était 150 et 1 moins 0,95 si je me trompe pas. Et vous voyez on est autour de 3000. C'est à peu près ça. Hein, c'est ça tout simplement. Donc voilà, ça marche bien. Alors quand j'ai fait le petit calcul comme ça, quand je suis tombé là-dessus, j'étais pas sûr de moi et finalement, enfin, je l'ai vérifié avant de faire la vidéo, bien sûr, mais ça marche bien. Du coup, on peut savoir à quel niveau ça se stationnarise, à quel point, à quel moment ça va se stationnariser. Voilà. Alors, je sais que c'est pas très, cette vidéo est pas très simple, un peu théorique peut-être, enfin un peu théorique, pas très, un peu abstraite, éloignée du forex, mais je vous promets que la prochaine sera beaucoup plus proche du forex. Et on pourra vraiment voir, on va pouvoir commencer à étudier la stationnarité de manière pratique à partir de cours de l'euro-dollar. Et je ferai quelques petites études de cas pour voir si l'euro-dollar a des endroits stationnaires, comment l'exploiter, euh, pour ensuite aller vers la co-intégration qui sera le grand truc de ce cours, la finalité de ce cours. Voilà. En tout cas, ben, j'espère que la vidéo aura pas été trop longue parce que je crois qu'elle l'a été un peu. J'ai fait pas mal de trucs, j'espère que vous avez suivi, j'espère que ça n'a pas été trop difficile, même s'il y avait quand même des choses un petit peu compliquées, hein, comme ce qu'on a vu là avec les séries géométriques. C'est quand même quelque chose, ça, normalement, qu'on voit en deuxième année de maths. Je crois que c'est toutes les séances confondues. Bon là c'est pas terrible, c'est pas compliqué, ça se comprend, une série géométrique c'est pas très dur, mais c'est vrai que c'est pas forcément très intuitif. Mais j'espère en tout cas, comme je vous ai dit, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions. Et encore une fois, hein, je sais que c'est pas des considérations euh, très proches du forex, hein, dans cette vidéo. Là, on est resté vraiment dans l'abstrait. Même si on a fait un petit peu de concret, vous voyez, là on vérifie quand même assez bien les résultats théoriques, hein, de ce qu'on a de nos démonstrations. On retombe bien sur nos pattes et on retrouve ce qu'on espérait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je l'ai dû le dire au moins 5 fois. Et je vous dis bah, à la prochaine.